Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Marc Toiti, l'économiste. Bonjour. Bonjour cher David. Content de vous retrouver. Moi aussi, mais je ne me cachais pas, j'étais là, mais bon, évidemment avec la pandémie c'était un peu compliqué. Mais bon, on est content de vous retrouver. Moi aussi. On a un gouverneur de la Fed, on l'a évoqué largement dans cette émission, c'était James Bullard de la Fed de Saint-Louis qui a un peu semé le trouble il y a quelques jours en disant qu'il était favorable, lui en tout cas, alors qu'il est plutôt colombe, à une hausse de taux des Fed Funds, des taux américains dès 2022 si l'inflation continuait à persister. Hier, on a Jérôme Powell devant le Congrès qui nous dit finalement que l'inflation était passagère. Il continue sur son... Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'habituellement, le déni de réalité, c'est réservé aux hommes politiques, aux femmes politiques. Là, maintenant, ça arrive également aux banquiers centraux. Et ça, c'est qui devient dangereux, si vous voulez. Parce que... Ouais, enfin, je vous coupe, mais si Christine Lagarde dit la même chose que Jérôme Powell, ils ont quand même une parole qui est crédible, je dis. C'est le problème. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui, si vous voulez, encore une fois, sans rentrer dans la polémique, juste les chiffres. Les chiffres très simples, parce que c'est comme ça qu'on peut dire s'il y a de l'inflation ou pas. C'est pas simplement je la sens comme ça ou c'est transitoire, etc. Aujourd'hui, les chiffres aux États-Unis, on a une inflation 5%. de 5% en glissement annuel. Oui. Donc c'est-à-dire, attendez, on est sur des sommets qu'on avait atteints en 2008 et après il faut remonter au début des années 90. Oui, mais on se compare par rapport à 2020. Non, et si on enlève les matières premières, on n'est pas à 5. Alors, détrompez-vous, oui, c'est vrai, mais si vous enlevez les matières premières, effectivement, on est à 3,8%. Ouais. Et là aussi, c'est un plus haut depuis 1992. Oui, mais il y a la crise sanitaire qui fait que tout a été fermé, on roule les économies, il y a des goulets d'étranglement. Alors voilà, la situation est atypique aussi. Ça, c'est le constat. Après, effectivement, Jérôme Powell dit aujourd'hui c'est transitoire. Donc, si c'est transitoire, normalement, ça voudrait dire que les indicateurs avancés de l'inflation sont à la baisse. D'accord. Si c'est transitoire, on dit ce que vous avez dit, c'est-à-dire oui, c'est juste la correspondance ou la correction de l'effet de la pandémie, etc. Si c'était le cas, il y aurait juste un pic au mois de mars-avril, c'est-à-dire pile un an quand ça a baissé l'année dernière. Mais là, ça continue au mois de mai. Et surtout, les indicateurs avancés de l'inflation sont aussi à la hausse. Quelques chiffres, toujours récents sur les États-Unis, après on verra chez nous, mais aux États-Unis, les prix à la production. J'ai vérifié avant de venir, hors énergie et produits alimentaires, justement, aujourd'hui, on est sur des plus hauts depuis 1989. C'est-à-dire que le glissement annuel des prix à la production, un peu depuis 1989 aux États-Unis. Vous prenez... Il est possible que ça se corrige dans les prochains mois. Bien sûr que ça va se corriger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif... On est peut-être sur un pic. Non, mais l'objectif de la Réserve fédérale américaine, là aussi, encore une fois, il faut être crédible. L'objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est 2%, d'accord, d'inflation sur une moyenne période. Okay, là, on est à 5%. Et même si, je le crois, moi aussi... On ne fera pas une année à 5% sur l'inflation. Évidemment, je crois que moi aussi, ça va repartir à la baisse, tout à fait, parce qu'on aura effectivement un effet favorable sur la fin de l'année. Mais et donc, en moyenne... on terminera en moyenne à combien ? Voilà, on terminera au moins, dans le meilleur des cas, à 3,5%. Donc, 3,5%, c'est pas 2%. Oui, mais après avoir eu pendant très longtemps un taux d'inflation inférieur à 2%. Non, il y a 3 ans, on avait un peu plus d'inflation aux États-Unis. D'ailleurs, la Réserve fédérale américaine, rappelez-vous, bien avant la pandémie, avait augmenté les taux d'intérêt parce que ça allait trop bien. Et puis n'oubliez pas également, il y a un autre indicateur avancé qui sont les cours des matières premières. L'indice CRB des matières premières, toutes matières premières confondues. Tout le monde dit non, mais ça va se calmer. Ben, ça ne se calme pas. Ça continue. On est sur une hausse depuis avril 2020 de 92%. Vous prenez le pétrole, ça continue également. Vous prenez un indice que je suis souvent, qu'on ne connaît pas tellement, ça s'appelle l'indice ARPEX. C'est en fait le coût du fret des porte-conteneurs. Oui, c'est intéressant parce que ça, c'est justement ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est l'inflation à venir. Eh bien, on a dépassé, là, ces derniers mois, et chaque semaine ça arrive, on dépasse le sommet historique de 2005. Est-ce que c'est dramatique? On est 3,5% d'inflation aux États-Unis en 2021 et un retour vers les 2,5% en 2022. Je n'ai pas dit que c'était dramatique, je dis simplement qu'un président de réserve fédérale américaine ou de Banque centrale européenne doit regarder la réalité en face. Si, je veux dire encore une fois, vous savez que Jean-Claude Trichet n'est pas mon grand copain, mais encore une fois, il avait au moins le courage de dire quand il y avait des risques inflationnistes. Alan Greenspan... Quitte à les surestimer. Tout à fait. Mais Alan Greenspan, alors là, qui a quand même une crédibilité assez importante, rappelez-vous quand on avait la bulle Internet en 2000, il a dit attention, il y a de l'exupérance irrationnelle. C'est ça, le travail des banquiers centraux, c'est de dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les banquiers centraux ne disent pas la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, ils sous-estiment justement les risques inflationnistes et pour éviter de faire peur, entre guillemets, et pour maintenir des taux d'intérêt artificiellement bas. Ils font semblant Non, ils font semblant de sous-estimer, bien entendu. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un déni de réalité. Donc quand c'est les politiques qui font ça, les politiciens, je comprends, ils font, entre guillemets, on a l'habitude. D'ailleurs, c'est pourquoi on vote plus, parce qu'on sait très bien qu'ils mentent en permanence. Mais que les banquiers centraux, qui sont les gardiens, si vous voulez... Les banquiers centraux mentent ? Les banquiers centraux sont les gardiens, effectivement, de la stabilité financière, de la stabilité monétaire. Et aujourd'hui, je pense qu'ils exagèrent et, en gros, ils sous-estiment, ils maquillent la réalité.
Et ça, c'est très dangereux parce que... Les banquiers centraux maquillent la réalité. Tout à fait, complètement. Enfin, encore une fois, pas tous, parce que certains aux États-Unis commencent à dire attention, là, ça commence à devenir dangereux. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut remonter les taux d'intérêt monétaires tout de suite, mais au moins il y a des étapes. Qu'a commencé d'ailleurs par exemple la Banque du Canada. C'est-à-dire que là, l'année dernière, on avait une récession historique mondiale. Mais si on revient vers 2, 2,5 l'année prochaine, Non, mais pourquoi s'exciter à augmenter les taux? Non, je ne parle pas d'augmenter les taux, justement. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait une récession dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, évidemment, on a baissé les taux. Bon, nous, chez nous, en Europe, c'était des à zéro. Et on a augmenté la planche à billets. Aux États-Unis, on est à 8 000 milliards de dollars de dettes à l'actif de la Banque centrale américaine. Dans la zone euro, on est à 7 500. Ça veut dire 9 000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, c'est des sommes énormes. C'est des sommes énormes. Bah, c'est ce qui a permis aux économies de repartir, de garder des coûts de financement à des niveaux bas. D'accord, oui, mais peut-être qu'on en a fait un petit peu trop, mais ça c'est un autre débat. Mais surtout, à la rigueur, l'année dernière, il y avait le feu. Quand il y a le feu, on arrose. On arrose globalement, et puis surtout, on essaye de calmer l'incendie, d'éteindre l'incendie. Donc là, je comprends très bien. D'ailleurs, j'étais l'un des premiers à le dire, même avant la pandémie, qu'il fallait faire de la planche à billets, etc. Qu'est-ce qu'elle devrait faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, par contre, encore une fois, on n'a pas de récession. Qu'est-ce qu'elle devrait faire la Fed aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Je vais vous dire, on a une récession aujourd'hui, donc une croissance aujourd'hui de 5,5% au niveau mondial, au niveau français également, au niveau américain, on sera peut-être à 6,5-7% de croissance. Le taux de chômage, il va passer vers les 5% d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Donc l'inflation augmente. Donc là, c'est le travail des banques centrales de dire attention, tout ce que j'ai fait l'année dernière, il faut que je me calme parce que imaginez l'année prochaine ou dans 2 ans, il y a une autre pandémie. Comment on va faire pour relancer encore la machine? C'est ça le travail des banques centrales. C'est du dynamisme, c'est-à-dire c'est cyclique. Quand ça va mal, on met le paquet. Alors pourquoi? Et quand ça va bien, alors déjà aujourd'hui... Pourquoi ils s'estiment? Pourquoi est-ce qu'ils maquillent? Parce qu'ils ont peur justement, tout simplement. Ils ont peur d'affronter la réalité. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète aujourd'hui. Que les politiques, encore une fois, aient peur, ça se comprend. Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas d'affronter la réalité? Parce qu'ils se disent que si jamais, effectivement, les taux d'intérêt remontent un petit peu, si les marchés paniquent, comme nous sommes sur des bulles... Parce que nous, en fait, c'est ça le problème. Nous sommes sur des bulles boursières, des bulles obligataires. Ça veut dire que les taux d'intérêt, encore une fois, sont artificiellement bas. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas dans un vrai monde. On est dans une sorte de monde parallèle, entre guillemets. Alors l'année dernière, je comprenais, parce qu'on avait cette pandémie dramatique. Maintenant, heureusement que la croissance redémarre. Donc il faut retrouver un monde normal. Un monde normal, c'est quoi? C'est quand, par exemple, la dette publique grecque, prenons le cas de la Grèce, allez, parce que c'est quand même symptomatique. Pendant la crise, vous vous souvenez de Grèce, on avait une dette grecque à 170% du PIB. Oui. À combien sont montés les taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque à l'époque? À 50. 35%. Non, 45 en séance. Oui, en séance, mais disons en fin de séance, 35%. Et nous, bon, peu importe. Mais surtout, le vrai enjeu, c'est que 35%, on avait 170% de dette publique. Aujourd'hui, elle est à combien la dette grecque? 205% du PIB. Ils sont à combien? 205% du PIB. Donc 20 points de plus. Et voilà, exactement, un peu plus. Et ils sont à combien les taux 3, 2 0,8. Non, le taux 10 ans grec est à, j'ai vérifié avant de venir, 0,8%. On marche sur la tête. Mais même nous, les Français, on a une dette publique qui va bientôt atteindre 120% et on a des taux d'intérêt français qui ont un petit peu augmenté, mais ils sont à 0,2%. C'est rien. Surtout que, là aussi, gros problème. Je suis plus choqué par les 80 points de base sur la Grèce. Oui, 0,8, le taux 10 ans grec. C'est un truc de fou. Comprenez? Donc, on est dans un monde anormal. Et c'est là le travail de la Banque Centrale Européenne, qui est de dire oui, effectivement. Mais si elle ne peut pas en sortir, c'est qu'elle le sait. Elle a peur d'en sortir parce qu'elle sait que c'est compliqué d'en sortir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut arrêter. Faut arrêter globalement. Ça, c'est le commentateur. Hein. Quand on a le levier, je pense qu'on est... Aujourd'hui, je pense que le vrai enjeu, encore une fois, les objectifs des banques centrales, il y en a 3, si on élargit le spectre. L'inflation, la croissance et l'emploi et la stabilité financière. Oui. Aujourd'hui, les banques centrales, et d'ailleurs ça a commencé avant la pandémie, les banques centrales sont en train de mettre en danger la stabilité financière parce qu'elles alimentent des bulles en permanence, notamment des bulles obligataires. Donc, en gros, comme si les grandeurs financières ne sont plus connectées à la réalité, eh bien, globalement, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir. Donc là, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une fuite en avant des banques centrales. Là où je suis d'accord, je comprends le principe. Après, en 10 jours, il y a eu un move quand même de la Fed. En 10 jours, le discours quand même de la Fed a un petit peu évolué. On devait au départ, avant la dernière réunion de la Fed, ne pas avoir de hausse de taux en 2024. Maintenant, on a compris que potentiellement, il y en aurait 2 en 2023. Oui, d'abord, le move sémantique, ça avance tout doucement parce que, oui, il y a beaucoup d'aides, parce qu'il y a des marchés d'actifs qui sont très chers. Surtout, il faut y aller tout doucement. Voilà, non, mais pour répondre à votre question... on vous met à la tête de la Fed, c'est un carnage, quoi. On a un crack. Hein, non, mais on ne va pas remonter les taux. Mais déjà, ce qu'il faudrait faire, ça serait limiter ces rachats de dettes. Ça, c'est une fuite en avant. Ça s'appelle le tapering. Exactement. Et on sait bien que la Fed va y venir. Ça sera au courant de l'été. Dès aujourd'hui. Pour y aller doucement, pour baliser, pour balayer le. Encore une fois, aujourd'hui, c'est pas le travail des banques centrales. Pour éviter que les investisseurs paniquent. Encore une fois,
encore une fois, quand vous avez vous avez une maladie, je ne vous souhaite pas bien sûr à personne, hein, bien sûr que non. Quelqu'un qui est malade, hein, ben, il a besoin de prendre des médicaments, d'accord? Donc le médecin, c'est pas agréable à dire, mais c'est son boulot. Vous comprenez? Ben là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a une économie mondiale qui est malade, on a des marchés financiers qui sont tendus. Que la Fed on est annonce en train de le dire tapering aujourd'hui ou au mois d'août, qu'elle communique dessus, à 2-3 mois près, enfin, ça ne change pas. Pourquoi attendre à ce moment-là si c'est déjà prévu? Au moins, préparer. Pour préparer les investisseurs. La différence avec le discours de Jérôme Powell d'hier soir, c'est qu'il nous dit non mais, don't worry, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est transitoire l'inflation. Mais attendez, je veux dire, c'est pas sérieux. D'ailleurs, je crois que les marchés n'ont pas tellement bien réagi finalement. Hein. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, non, parce que, encore une fois, les marchés, ils aiment la crédibilité. C'est-à-dire que, et la crédibilité. Donc, Powell et Lagarde, ils ont tort, et Toiti, il a raison. Ouais, si vous pouvez le dire comme ça, si ça vous fait plaisir. Mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, moi, je fais juste mon travail, encore une fois, d'économiste, en disant il y a un risque inflationniste. Mais elle y va, comme vous le savez. Elle va vers une normalisation. Le stabilité monétaire, mais c'est trop lent. Vous savez très bien, on se connaît depuis très longtemps. Je ne suis pas un monétariste invétéré. Très longtemps, justement, rappelez-vous à l'époque, en 2008, j'avais même créé un site, enfin, un site stoptrichet.com pour dire que Jean-Claude Trichet à l'époque voulait monter les taux d'intérêt alors qu'effectivement, il ne fallait pas le faire. Donc, ouais, ce n'est pas mon but de monter les taux d'intérêt. Simplement, aujourd'hui, je dois faire mon travail d'économiste, d'honnêteté intellectuelle, tout simplement, de dire il y a des risques inflationnistes aujourd'hui. Il ne faut pas remonter les taux. Mais il n'y a pas péril en la demeure en matière d'inflation. Non, pour l'instant, non. Mais imaginez si, d'ici la fin de l'année, on n'a pas ce retour à la baisse de l'inflation, alors là, les banques centrales, elles vont encore perdre en crédibilité. Donc c'est ça, moi. Encore une fois, c'est comme aux échecs. Il faut penser les 2-3 coups à l'avance, voire plus. Là, on pense uniquement sur l'instant présent. Et c'est ça qui est dommageable, parce que ce n'est pas le travail, encore une fois, des banquiers centraux qui, eux, mais les marchés, en tout cas, anticiper. pour l'instant, ont acheté ce scénario-là. Oui, mais encore une fois. Et au mois d'août, on va nous dire, ou en septembre, qu'il y aura ce tapering qui arrivera sûrement fin d'année, cette réduction des achats d'actifs qui arrivera sûrement début 2022, avec des hausses de taux à venir, voilà, peut-être sûrement 2023, peut-être un petit peu avant. Mais les taux vont rester bas. Oui, les taux vont rester bas parce que ce sont les banques centrales qui décident. Non, mais par contre, ce qui compte, qui est très important, qu'on comprenne bien, il y a deux types de taux. Il y a les taux monétaires, évidemment, là, ils vont rester très bas. Et après, vous avez les taux obligataires, les taux des dettes publiques. On est sur le 10 ans américain sous 1,5%. Tout à fait. Tout va bien, Marc, tout va bien. Mais là, c'est quand même les marchés qui fixent ce taux. C'est l'offre et la demande. Enfin, c'est les marchés. En même temps, la Fed achète aussi 80 milliards tous les mois. Bravo. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il faut que la Fed et la Banque Centrale Européenne arrêtent pour qu'on voit la réalité des marchés. C'est quoi l'offre et la demande? Parce que là, on ne le voit pas. C'est truqué. Le match est complètement truqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est pas normal aussi. Que les crises arrivent, c'est bien, mais que les crises arrivent à cause des erreurs des banques centrales, ça, c'est quand même pas très sain. Vous voyez? Et quand vous prenez aujourd'hui le cas de la France, par exemple, on a annoncé, le gouvernement français a annoncé une augmentation du déficit public français 9,4% de 9,2 l'année dernière. C'est une prévision. Non, mais c'est un objectif. C'est vrai, mais quand le gouvernement annonce quelque chose, généralement, on le dépasse largement. Mais bon, c'est le principe qui pose problème. L'année dernière, on avait effectivement, encore une fois, une récession dramatique, etc., 8% de baisse du PIB français. Le fait qu'on ait 9,4 de déficit on avait 9,2 l'année dernière. 5,6 de croissance, ça nous pose un problème. Eh oui, là, encore une fois, c'est un ratio. Vous avez donc le numérateur et le dénominateur. Donc là, c'est par rapport au PIB. Donc vous avez aujourd'hui le dénominateur qui va augmenter de 5,5% et votre déficit public qui va quand même augmenter de 0,2 points par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que votre numérateur il va augmenter encore plus. Il y avait encore le quoi qu'il en coûte. Non, ça c'est pareil. Ça, excusez-moi, je suis désolé, ça c'est pas sérieux. C'est-à-dire que ça, franchement, le quoi qu'il en coûte, quand effectivement, et je l'avais dit d'ailleurs à l'époque à Bruno Le Maire, je dis faites attention, gardez des cartouches pour la suite. Je dis non, mais comme ça ne nous coûte rien, on y va. Et c'est vrai qu'ils ont complètement lâché les vannes. Peut-être un peu trop, je pense, mais bon, admettons. Mais que cette année, alors que la reprise est là, que la croissance revient, on continue d'augmenter le déficit, là je trouve ça très dangereux, parce que le quoi qu'il en coûte pour sortir de la pandémie, je comprends. Le quoi qu'il en coûte pour affronter les élections de 2022, je dis ça c'est pas normal. Ça, c'est très dangereux. D'autant qu'en 2022, en Allemagne, il y a des élections législatives. J'allais justement rebondir sur ça, c'est que hier, il s'est passé quelque chose, avant-hier même, de très important, c'est que la CDU, donc en Allemagne, c'est le parti d'Angela Merkel, qui normalement devrait retrouver, encore une fois, gagner les élections, on verra bien en septembre. Avec une coalition. Mais une coalition certainement, mais bon, en tout cas, il n'y aura pas Angela Merkel pour tenir la zone euro et permettre à la BCE de continuer comme ça sa planche à billets. Et là, les Allemands ont dit quelque chose d'un très important de la CDU hier. Attention, maintenant que la croissance revient, il faut retrouver un certain sérieux budgétaire, évidemment. Et ça, si vous voulez, ça c'est pareil, les marchés, ils sont un petit peu aveuglés, ils sont complètement sous morphine ou ce que vous voulez, donc ils ne voient pas trop. Mais ça, c'est très important, parce que dès que les Allemands vont dire non, enfin ils vont dire nein, parce que bref, ils vont dire stop, alors là, ça va faire mal.
Regardez les chiffres incroyables. Là aussi, il y a quand même un problème. On parlait du déficit public français. 9,2% l'année dernière, 9,4% cette année. On est à combien en Allemagne? Même pas 4,5%. Ouais. Alors que l'Allemagne, évidemment, a connu la pandémie comme nous. Ouais, ils viennent de zéro. Donc, Mais oui, mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont fait des efforts avant. Nous, on n'a rien fait. Ok, donc évidemment, on alourdit la tendance. Question. On est à combien sur la dette publique? On est à 120. On va atteindre 120%. En France, on est à combien en Allemagne? 70%. 50 points de PIB d'écart. Mais qu'on avait déjà avant la crise. Non. On avait 40 pas avant du tout. la crise. Non, on avait 20. Non, 50 points d'écart, c'est du jamais vu. Non, on était à 100, là, ils étaient à 60. Non, ils étaient à 60. On avait des 40 points d'écart, mais quand même, Voilà. là, on augmente 50 points. Non, c'est vrai, mais on augmente 50 points d'écart. Parce qu'en fait, je ne pensais pas juste avant la pandémie. Je pensais il y a quelques années, effectivement, l'écart s'était rétréci. Mais bon, peu importe. Le vrai enjeu est là. 50 points d'écart de dette publique par rapport au PIB entre la France et l'Allemagne. Bon, je sais qu'il y a le couple franco-allemand. Le spread de taux entre le 10 ans américain, allemand et français. Oui, forcément, on est dans un match truqué, si vous voulez. C'est-à-dire que la BCE qui met les buts, parce qu'on parle de foot, on sait combien on va gagner à l'avance. C'est truqué tout ça, c'est très dangereux. On sait qu'on va émettre du papier, on va émettre de la dette, et que la BCE va racheter. On ne prend aucun risque. Vous savez, c'est la blague de Coluche, tant que je gagne, je joue. C'est exactement pareil. Après, si cet argent sert à faire des bons investissements, l'éducation, les compétences, les infrastructures de transition énergétique, ça, c'est de la bonne dépense. Ça, c'est la vraie question. Effectivement, si... je pose des vraies questions, super. Bravo, David, il est très bon. Ça fait plaisir de vous retrouver. Mais globalement, il va revenir, on a aujourd'hui, si effectivement on fait une vraie relance, entre guillemets, c'est-à-dire sur l'innovation, sur l'investissement, etc., oui, il n'y a pas de problème. Non, David, là, par contre, il y a une mauvaise réponse, là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une bonne question, pas une mauvaise réponse. Aujourd'hui, on n'a fait que colmater les brèches, malheureusement. De combien augmenter la dette publique? Parce que ça, il faut regarder les chiffres entre 2020 et 2021. 560 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. C'est 20 points. Non, mais vous vous rendez compte, 560 milliards. Alors après, si vous voulez, le problème, c'est là aussi, on a un problème de crédibilité. Il n'y avait pas le choix. Il fallait faire le chômage partiel, il fallait aider les entreprises, éviter les faillites, éviter le chômage de masse. Heureusement qu'on l'a fait. Encore une fois, le vrai enjeu, c'est pas 2020, c'est 2021, moi, qui m'inquiète. Parce que la dette publique en 2021 va augmenter. Il ne faut pas casser la reprise, vous dirait le Bruno Le Maire. Non, mais bien sûr qu'il ne faut pas casser la reprise, mais il faut l'accompagner, vous l'avez dit vous-même. Il faut une reprise qui soit bien orientée. Si on continue effectivement de colmater les brèches, de donner uniquement des aides là où il n'y en a pas forcément besoin. Regardez, c'est en train de sortir toutes les arnaques qu'il y a eu à droite à gauche aux aides de l'État. C'est quand même incroyable, vous voyez. Donc c'est là où aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. Oui. Et oui, la dépense publique pour effectivement de l'investissement, pour de l'innovation. Oui, mais là, c'est quoi l'innovation? On va donner des aides pour ceux qui veulent du photovoltaïque, etc. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut une dynamique d'innovation, de recherche, développement, etc. C'est ça le vrai enjeu. Donc, moi, j'ai toujours été un partisan de la dépense publique, si elle est efficace, bien entendu. Oui. Et là, qui veut être contre, évidemment. Marc Toiti vient nous voir depuis que l'émission existe, encore une fois, depuis plusieurs années. Quand on était à CAC 40, quand on était à 4000 points sur le CAC 40, il me disait c'est cher. Quand on était à 5000, c'était en quelle année, si on peut le filmer, parce que là, il ricane, il va vraiment ricaner. À 5000 points, vous me disiez c'est trop. Non. À 6000 points, vous parliez de bulle. On est à 6600 points, vous admettez que vous vous êtes planté. Mais c'est pas grave, on peut être bon macroéconomiste et être mauvais stratège sur les indices non, mais encore une fois, c'est très simple. Alors, moi, si vous permettez, votre émission n'existait pas à l'époque. Je crois qu'on se connaissait déjà, vous étiez tout jeune à l'époque. En 99, le CAC 40 était à 4006. D'accord. J'avais fait une prévision en disant on va aller à 7000 en 2000. Vous vous souvenez de ça? On était à 6950. Non, ça c'est à quelqu'un d'autre, on ne va pas le nommer. Mais non, j'avais dit 7000. Donc on a fait 6950. Quand on était en 2008, d'accord, donc je ne suis pas pessimiste par nature. Quand on était en 2008, qu'on était même en 2009, au fond du trou, j'avais écrit un livre, rappelez-vous, Restez optimiste, Crackboom et demain, en disant, j'étais l'un des seuls, voire des rares, unique presque, à dire ça va effectivement redémarrer. Ça fait plusieurs années qu'on se voit ici, sur Boursorama, à chaque fois, ça monte, c'est trop cher, il y a des bulles. Non, mais je le dis complètement. Je vous aurais confié mon oseille et je n'aurais pas gagné de l'argent. Non, mais attendez, moi je préfère pas forcément gagner beaucoup que perdre énormément. Est-ce que je veux dire? Après, c'est une stratégie. Non, mais voilà. Moi j'ai plus une stratégie de père de famille. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que. Mais j'avoue que maintenant, mon fils par exemple qui a 20 ans, il se moque de moi. Parce que lui, il me dit non, papa, il faut être plus. Parce qu'il s'est mis dans la bourse aussi, je ne sais pas pourquoi, tous les jeunes aujourd'hui. Et bien, non, il faut investir davantage, prendre des risques, il faut faire des crypto-monnaies, etc. Moi, par définition, quand on est jeune, effectivement, on a une dynamique. Quand on veut pour les pères de famille, parce que ce sont quand même l'essentiel, quand on a accumulé de l'épargne toute sa vie, on n'a pas envie que ça s'effondre, je dirais en quelques minutes, vous comprenez, ou quelques jours. Donc moi, mon travail, c'est aussi de dire, d'alerter. Et c'est vrai que, oui, je me suis trompé, bien sûr, mais en 2015,
ça a commencé en 2015. Qu'on ne dise pas qu'effectivement, j'annonce des bulles. C'était avec la crise chinoise à l'époque, ça s'est dégonflé. On a eu un petit. Et après, effectivement, c'est à partir de 2017. J'avais sorti le livre, donc Un monde de bulles, où là c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des bulles, peut-être un petit peu trop, c'est vrai. Ah. Et la bulle s'est dégonflée, rappelez-vous, en 2018. Et après, les banques centrales ont fait la planche à billets. Et ça a redémarré en 2019. Après, il y a eu la pandémie. On a alimenté. Bon, il est acheteur maintenant à 6006 sur le CAC 40. Non, moi, il se prend les portes de Saloon. Non, moi, je suis honnête. C'est-à-dire, moi, je ne peux Vous n'êtes pas conseiller. À l'aise. On est Patrick Artus qui était là il y a quelques jours. Il disait, moi 6005, 7000 points sur le CAC 40, je suis à l'aise. Oui, très bien. Mais lui, il dit tout et son contraire. Donc forcément, c'est facile. Moi, je m'engage sur mes prévisions et je tiens. C'est-à-dire, je ne vais pas changer mes prévisions en fonction du vent. Vous comprenez ? Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le suivant. C'est très simple, encore une fois. Sur du long terme, oui, je pense que le CAC ira certainement à 7000. Enfin, on va les atteindre, c'est 7000. Donc je suis pas mal à l'aise avec le CAC à 6006. Je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de risques aujourd'hui qu'on obère, qu'on ne veut pas voir. Et on parlait tout à l'heure des banques centrales. Vous êtes à l'aise parce que les banques centrales sont là et que les taux d'intérêt vont rester très bas. En fait, tout est maintenu par les banques centrales. Tant qu'effectivement, les banques centrales... C'est elles qui appuieront sur le bouton de... c'est là où je trouve que leur comportement n'est pas responsable. Parce que justement, leur but aujourd'hui, c'est quoi ? Disons le mot franchement, c'est de faire plaisir au marché. Eh bien, c'est pas le but d'une banque centrale, je suis désolé. C'est-à-dire, il faut également aujourd'hui, le but d'une banque centrale, c'est de regarder la croissance, de regarder effectivement l'inflation, et là, c'est uniquement aujourd'hui de faire plaisir au marché, et ça, c'est extrêmement dangereux. Encore une fois, les banques, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les banquiers centraux sont devenus des politiques. C'est-à-dire politiciens. Ils font du clientélisme, voilà, pour les marchés financiers, etc., et ils font du déni de réalité. Alors là, c'est trop dangereux parce que... Sur l'inflation. Encore une fois, c'était les gardiens. Marc, si tous les actifs sont chers, l'immobilier, les obligations, les actions, et si les taux d'intérêt, le sans risque, ne rapportent plus rien, comment on place son épargne ? C'est ça, c'est le gros problème. Là, il faut placer sur du long terme. Aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Non, c'est-à-dire sur 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, acheter du CAC 40, même aujourd'hui cher, à 10-15 ans, c'est évident qu'on sera gagnant. Vous comprenez ? Même de l'immobilier. Comment on peut dire qu'il y a une bulle sur le CAC 40 et en même temps dire à l'horizon de 10 ans, vous serez gagnant en achetant aujourd'hui ? Mais encore une fois, la bulle, ça fait partie de la vie des marchés, ça fait partie de la vie économique. C'est le capitalisme, c'est comme ça, c'est l'être humain, c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est-à-dire, on croit, il y a des effets de mode, regardez les crypto-monnaies, elles ont fait moins 50%, peut-être ça va remonter, on ne sait pas. Moi, on me demande de faire des prévisions. C'est basé sur du vent, les cryptos, c'est pas la même chose. Derrière, il y a le CAC 40, il y a des actions, des entreprises, des résultats. C'est là où je suis quand même plus à l'aise. Mais c'est ça qui me permet de dire quand il y a des bulles ou pas. C'est qu'effectivement, la valorisation aujourd'hui de beaucoup d'entreprises est excessive par rapport à la réalité économique. Maintenant, encore une fois, c'est masqué par les taux d'intérêt qui sont bas. Donc à partir du moment où les taux d'intérêt vont remonter un petit peu, donc on va retrouver une vie normale, c'est ça en fait le but. Voilà, on enlève les masques, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues, mais bon, globalement, quand on retrouve une vie normale, ça veut dire que quand la dette publique augmente, les taux d'intérêt des dettes publiques doivent augmenter. Ça, c'est la vie normale. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une vie anormale. Voilà. Donc à partir de là, une fois que les taux remontent, évidemment, les placements justement indexés sur les taux d'intérêt vont augmenter un petit peu, ça fera du bien également pour les placements sans risque. Mais par contre, c'est sûr que sur 10-15 ans, j'ai fait une chronique sur ma chaîne YouTube, dernièrement justement, j'ai expliqué tout ça, c'est très simple. Ah, il a sa chaîne YouTube. Ah oui, 21 000 abonnés, oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est sympa parce que ça me permet justement, par exemple, sur l'inflation, les chiffres que j'ai dit là, on peut les vérifier, parce que des fois... Donc il n'y a plus besoin de venir dans l'émission. Si, non, j'aime beaucoup, je suis fidèle à votre émission, bien entendu, que je continue de venir. Ce que je veux dire par là, c'est que, globalement, donc je faisais justement une trame sur quels sont les meilleurs placements à long terme. Et c'est vrai que l'immobilier, les actions, l'or aussi, ça reste des placements de long terme. Donc bien entendu, pour un père de famille, pour 10-15 ans devant soi, et ça sert à ça, notamment pour préparer notre retraite, là il n'y a pas de problème. Mais pour faire des coups aujourd'hui, je dois être honnête, pour faire des coups, alors soit on aime les montagnes russes, moi je les aime bien à Disneyland, mais sur les marchés je les aime moins. Donc ça va être extrêmement volatile. Donc c'est mon rôle de dire aujourd'hui aussi, attention, il y a quand même des dangers. Si vous aimez prendre des risques, allez-y. Si vous n'aimez pas, pour l'instant, il faut rester quand même relativement prudent. On va laisser Marc Toiti aller au parc Astérix et à Disneyland Paris. Disney, ouais. Mais bon, non, j'aime bien aussi Astérix, si jamais. Évidemment, voyons. Ouais, on aime les deux. Et donc pour faire des montagnes russes. Merci beaucoup, Marc Toiti, invité de la grande interview en direct. Et bons investissements. Merci, salut Marc. Merci, bye. Marco.